La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour et bienvenue, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vincent, qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre, hein? Vous êtes le passionné de garde-temps de cette équipe. Est-ce que c'est son mouvement, ses complications ou bien son ambition, celle d'être un produit de l'économie circulaire? Ou encore, est-ce que la valeur tient à ses soutiens financiers, surtout quand ils viennent de Hollywood? Nous aurons les réponses du cofondateur de la start-up horlogère ID Genève. Nicolas Freudiger est sur le plateau de B2B aujourd'hui. Bonjour Nicolas Freudiger. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va développer tout à l'heure sur la passion de l'horlogerie qui est née chez vous à l'âge de 14 ans, mais déjà passionné par l'horlogerie. Vous avez fait l'école hôtelière de Lausanne et pas un apprentissage d'horloger ou un métier dans cette branche. Pour quelle raison? Alors, je pense que cette passion de l'horlogerie suisse, elle m'est venue à travers Cédric Mulhoser, mon cofondateur. On a grandi ensemble cette année, en fait, 30 ans d'amitié. Donc, c'est vraiment vraiment du long terme. Et puis, à 14-15 ans, lui, il a eu la chance d'être sélectionné par Vacheron Constantin. Il a fait son apprentissage là-bas. Puis moi, ça m'a ouvert les portes de ce monde. J'ai découvert ça. Et puis, comme j'en parle tout le temps, 14-15 ans, on tendons le jardin. On a grandi à Honnay, donc on faisait ça pour gagner de l'argent l'été. Et on parlait de cette marque de montre. On se disait, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Voilà, toi, tu vas faire de l'apprentissage. Moi, je vais aller faire ces Il n'y avait études. pas de passion pour la technique horlogère de votre part? Non, alors moi, j'ai tout de suite laissé ça à Cédric. Je pense qu'il est plus manuel, on va dire, que moi. Et je pense qu'on a chacun... Et c'est peut-être ça aussi, maintenant, la force de nos compétences. Ou cette complémentarité aussi. On va parler aussi du troisième cofondateur, Singal, qui est ce designer aussi. Donc vraiment, on a vraiment ces trois compétences. L'école hôtelière de Lausanne, pour moi, c'est une business school. Ils ont même récemment changé le nom. Je crois que ça s'appelle maintenant IHL Business Hospitality School, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment... On apprend à être généraliste et à gérer des projets. Vous me disiez vouloir dès le départ créer une marque de montre, donc vous êtes rentré à l'EHL dans le but d'acquérir des compétences pour la créer ensuite? Complètement. Si vous demandez à mes collègues à l'époque, ils savaient, donc en 2011, quand j'ai commencé, qu'à un certain point de ma vie, j'allais lancer un projet horloger. Il y a quelques semaines, nous recevions Georges Kern, patron de Breitling, qui nous disait être un passionné, mais pas un romantique de l'horlogerie. Vous, quel est votre rapport aux montres, à l'objet? Je suis un collectionneur de montres aussi, je le dis souvent. Frénétique parfois? Ah oui, je pense que c'est une passion. Combien de montres dans votre collection? Je pense au-dessus d'une cinquantaine. Toutes marques confondues? Ouais, alors maintenant, je les porte peu. J'ai décidé peut-être d'en faire autre chose. Je vais les remettre en circulation, on va dire, dans l'économie circulaire. Beaucoup de marques différentes. Ouais, exactement. Je suis toujours très intéressé par l'histoire des fondateurs. Je pense que en tant que marque, on a aussi des storytellers et on raconte justement des histoires. Et c'est très intime, une montre finalement. C'est romantique ou passionné, ça, Vincent? Dur à dire la limite, mais moi je vois une montre vraiment comme une extension de soi et c'est aussi quelque chose de très personnel. On peut changer voilà, dépendant des jours, dépendant des humeurs. Donc c'est vraiment c'est ce bijou. Pour moi, c'est très émotionnel. Je parlerais vraiment de passion. 50 pièces, c'est vraiment une collection. Déjà, vous parlez d'une belle collection. Est-ce qu'il y a des critères d'achat et quelque chose de rationnel pour collectionner ces montres ou c'est vraiment en fonction d'un coup de cœur que cette collection va s'enrichir avec le temps? Non, je pense que c'est quelque chose d'irrationnel complètement. Je pense que quand on achète un garde-temps comme ça, alors qu'aujourd'hui, je prends mon téléphone là, à la Beaver. Là, je cite Beaver, mais il monte chaque fois à l'écran. Bon, voilà, il est 14h05 aujourd'hui. Je ne regarde pas forcément ma montre pour ça. Donc, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Par contre, étant genevois, ça me touche plus particulièrement. J'ai grandi avec cette richesse de l'horlogerie suisse. J'ai participé à des Baselworld à l'époque. Et c'est une richesse pour notre pays, notre canton. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est justement un peu plus
d'aller un peu plus loin et pour que cette révolution verte, elle puisse commencer à Genève. Vous me parliez de Genève, d'avoir fait un stage d'observation chez Vacheron Constantin étant tout jeune, mais aussi un stage de 3 mois. Vous l'avez fait cette fois à Munich, chez Chrono Suisse, au siège d'une marque d'origine allemande. Vous avez passé 3 mois, c'était en 2011. Est-ce que vous avez rencontré le fondateur, Gerd Rüdiger, qui est un personnage inspirant, qui a vraiment relancé l'horlogerie mécanique, qui a contribué à valoriser l'horlogerie mécanique pendant la crise du quartz, qui a lancé cette marque Chrono Suisse, qui est décédé au début de l'année, qui a cédé sa marque en 2012, juste avant votre stage. Vous l'avez rencontré? Alors oui, c'était très inspirant. Je pense tout d'abord aussi mes hommages à sa famille, parce il nous a malheureusement quittés cette année. Je l'ai mis au courant vraiment du lancement de ma marque. C'est ce que je disais. On a fait un FaceTime même avec sa femme et lui. Vous a dit quoi pendant ça? Il m'a félicité, il m'a donné aussi 2-3 conseils encore, même à cet âge avancé. Et je pense qu'il m'a beaucoup touché. Et peut-être la petite anecdote là-dessus, j'étais allé à Munich en 2011, avant l'école hôtelière de Lausanne. J'ai fait un stage de 6 mois, j'étais au Mandarin oriental pour apprendre l'allemand. Vraiment, voilà, en tant que Genevois, le cliché, je ne sais pas parler allemand après 9 ans d'études. Je me suis dit, je vais aller perfectionner mon allemand. Je ne suis pas allé à Zurich à cause du suisse allemand, mais je suis allé à Munich. Et à Munich, par la suite, il me restait un petit temps libre entre le début de l'école hôtelière et je vois une manufacture horlogère à Munich et c'est Chrono Suisse. Et j'envoie mon CV, une lettre très travaillée, etc. Et il m'appelle et il me dit passez me voir. Le fondateur, Gerd Rüdiger? Exact, Gerd Rüdiger Lang en allemand. Il me dit venez. Et il me disait mais vous êtes suisse et vous voulez travailler pour moi à Munich, je comprends pas. Et il trouvait ça tellement beau que je crois qu'il m'a donné le job sur le jour même. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec son équipe marketing. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler pour lui directement, environ un jour par semaine, où je travaillais sur des recherches. Il a un musée. Donc, il a vraiment participé à me transmettre sa passion. Je crois que j'ai encore même dans ma bibliothèque un livre de sa part dédicacé avec, justement, il a écrit beaucoup de livres sur les chronographes. Il a fait beaucoup pour l'horlogerie. Le fond Saphir, donc le fond ouvert derrière, c'est lui dans l'horlogerie. Il m'a transmis toute cette passion. Et je suis arrivé à l'école hôtelière de Lausanne en septembre 2011. Et là, j'étais là, non, mais je parlais que de montres. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui ici aussi. Il y a un conseil que vous a donné, que vous avez retenu, qui vous a marqué, que vous avez appliqué dans Heidi Genève? Je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas vocalisé mon envie de lui dire que voilà, je vais lancer une fois une marque de montres. Mais dans ce que j'ai vu, ce qui m'a impressionné, c'est que j'étais là pendant la passation. Et lui a décidé, vraiment, il a choisi cette famille suisse pour reprendre cette marque. Et c'était un choix, c'était une conviction personnelle. Et je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais moi, j'ai vu qu'il y avait d'autres offres sur la table qui étaient bien différentes. Et je pense qu'il a fait son choix vraiment sur ses convictions personnelles et pas sur un choix financier. Et je me suis dit, waouh, là, j'étais très impressionné par ça. Et ça m'est resté justement de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à porter ses convictions personnelles sur un projet avec tous les raccourcis que tu peux faire, toutes les tentations aussi des fois qu'il y a dans un monde comme ça globalisé. Comment est-ce qu'on reste aligné avec ça? Et lui, jusqu'au bout, il est resté aligné. Il avait regardé avec ses filles si elles voulaient reprendre ou pas. Il n'a pas forcé non plus, elle ne voulait pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a revendu à un moment. Ça vous a conforté dans votre envie d'entreprendre? Parce que les marques horlogères, c'est pas ce qui manque dans la région. Vous aurez pu travailler pour l'une d'elles. Pourquoi avoir créé la vôtre? C'est une très bonne question. Donc, en sortant de l'école hôtelière de Lausanne, j'ai accepté un job dans une industrie que je ne pensais pas aller. Donc j'ai travaillé 4 ans chez Coca-Cola Suisse. Et par contre, en attendant, justement, je restais en contact de l'industrie horlogère, notamment en prenant des vacances et allant travailler chaque année à Baselworld. Et j'ai vu un projet naître chez Richemont, le projet Baume. Et puis je me suis dit en 2016 à 2019, c'était un projet qui était très intéressant, qui essayait de mélanger horlogerie et durabilité pour une nouvelle génération. Et je me suis dit, c'est super intéressant. En 2019, ils arrêtent.
Et je me dis, voilà, moi, j'ai des idées comment mieux le faire, en fait. Et donc, du coup, je prends ce lead et je me dis, là, il y a une opportunité. Il y a une horlogerie que j'aimerais voir, en fait. J'aimerais, j'aimerais pouvoir voir ça dans l'industrie. C'est l'angle de la durabilité vraiment qui a scellé votre envie d'avancer et de créer l'entreprise. Complètement. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie. Pour rester encore sur votre parcours, quel rôle votre famille a-t-elle joué dans vos inspirations, à la fois sur l'horlogerie, mais aussi pour l'entrepreneuriat? Alors, je suis le plus petit de donc j'ai 2 grands frères, donc bien sûr, voilà, je suis mes grands frères là-dessus, sur beaucoup de choses, mais je passe aussi derrière d'eux. Ils sont entrepreneurs aussi Alors, pas vraiment, mais ils sont quand même très aventuriers, on va dire. L'un a travaillé chez Apple aux États-Unis, voilà, est dans la data privacy chez Apple. L'autre revient de Berlin où il a travaillé, et de Dubaï où il a travaillé pour des startups. Donc, on a quand même vraiment un esprit, quand même, voilà, je dirais, ouais, quand même entrepreneurial, on peut le dire. Vos parents, c'était le cas? Non, pas tout à fait. Donc, mon père est ingénieur civil suisse. Par contre, justement, à la maison, le recyclage, c'est vraiment depuis tout Il y a petit. quand même quelque chose qui vient de la famille. Complètement. Je pense qu'il y a, non, il y a des inspirations. Je sais que mon père, on avait vraiment des catégories de recyclage à la maison, mais vraiment sur 25 catégories de produits. On n'était même pas que sur le PET et le carton, mais ça remonte déjà à l'époque. Je sais qu'il allait à pied au travail. Il privilégiait justement la mobilité douce. Donc, c'est aussi des exemples de vie. Ma mère, elle était donc diplomate et on a beaucoup voyagé aussi. Elle nous a beaucoup poussé. Peut-être elle est aussi venue donc du Venezuela à l'âge de 17 ans en Europe, ce qui est quand même aussi courageux de sa part. Et elle est restée ici ensuite pour ses études à Lausanne et ils se sont rencontrés ensuite à Lausanne. Donc c'est vraiment beaucoup d'inspiration en tout cas sur des exemples de vie. Et plus particulièrement mon père, justement, sur ce côté recyclage. Je pense que ouais, c'est quand même monsieur économie circulaire. Nicolas Frödingers, ce qui a fait parler de vous, c'est Leonardo DiCaprio, il faut le dire, la star américaine du cinéma. On va y revenir dans un instant, mais avant, quelques mots sur la création de l'entreprise. Donc, elle s'appelle ID en anglais. Genève Watches, c'est le nom complet, créé dans le canton de Vaud avec vos deux partenaires, Cédric Mühlhauser et Singal Despéry, vous avez brièvement mentionné tout à l'heure. Vous êtes tous les trois à part égale dans la société? Alors oui, ouais, à peu près, c'est juste. Et dans le registre du commerce, on ne voit pas d'autres administrateurs que vous trois. Ça veut dire que les actionnaires ou les investisseurs qui vous soutiennent, ils sont représentés de quelle manière? Alors aujourd'hui, on l'a expliqué aussi, on est très transparent là-dessus. On a fait une note convertible donc de 2 millions de francs sur 2 ans. C'est un prêt Ouais, exactement, qui se convertit automatiquement dans 2 ans. en action? Ouais, en action. C'est aussi quelque chose qui dit aujourd'hui aussi, on a besoin de temps aussi pour construire une roadmap, pour ensuite accueillir un investissement un peu plus important en 2025. Converti en action dans 2 ans, mais vous serez donc, techniquement, on dit dilué. Vous perdez le contrôle ou vous resterez encore majoritaire? Non, on va rester en majorité, bien au-dessus justement des 50%. C'est vraiment l'idée de... je pense qu'en tant que fondateur, on doit l'idée encore ça pendant un moment. Par contre, on a cette humilité de se dire comment est-ce qu'on accélère l'impact aujourd'hui? On ne peut pas le faire dans 25 ans ou 50 ans. On veut le faire dans les 5 à 10 prochaines années. Et ça, c'est aussi une des raisons pourquoi on lève des fonds aujourd'hui. Quel retour sur investissement vous promettez à ces investisseurs? C'est une très très bonne question, le retour sur investissement. J'en ai discuté avant dans le couloir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit même au-dessus, et ça c'est mon objectif, qu'on soit même au-dessus d'une entreprise, on va dire, classique, traditionnelle, conventionnelle. Pourquoi? Parce que justement, on est dans ce système-là et nous, ce qu'on veut créer, c'est justement ce point d'inflexion où un investissement chez ID Genève, ça équivaut aussi à un investissement pour le climat et aussi qu'il y a un retour sur investissement. Donc l'économie circulaire, je le vois vraiment comme une opportunité. On peut le chiffrer? C'est quel pourcentage de retour sur investissement que vous projetez? Ça, ce serait compliqué à chiffrer comme ça. Je pense que c'est... par contre, je dis toujours que bien sûr, on construit un projet long terme. Notre souhait, c'est d'être à 65 ans, d'être encore là et de pouvoir avoir toujours cet impact dans l'industrie et peut-être, je sais pas, peut-être d'avoir 10, 12 employés, 120 employés, je sais pas.
mais c'est vraiment le souhait d'être là long terme. On reviendra en détail sur l'aspect circulaire de votre entreprise, mais un mot quand même sur votre célèbre investisseur, Leonardo DiCaprio. Il est un lien avec la Suisse. Il a été d'ailleurs ambassadeur pour TAG Heuer dans les années 2010. Il a aussi investi en Suisse déjà dans la licorne vaudoise MindMaze, qui est active dans la santé. Ce lien avec la Suisse, ça vous a aidé pour l'approcher? Je pense que, je sais pas, peut-être ce lien avec la Suisse, je dirais plus peut-être la réputation des montres Swissmade. Mhm. Aujourd'hui, il y a une statistique qui est incroyable, c'est que 95% des montres vendues au-dessus de 1000 francs suisses ou dollars sont Swissmade. Dans le monde. Exact, dans le monde. Et c'est finalement une responsabilité aussi incroyable qu'il faut prendre là-dessus. Moi, j'aime beaucoup dire, justement, demander à des gens comme ça, voilà, quels sont vraiment les mots qui vous viennent quand on dit Swissmade. Et puis, on a vraiment le côté élite, le côté ouais, groupe, montagne suisse, qualité, etc. Et puis, moi, je leur dis, justement, bah, nous, dans 5 à 10 ans, on veut intégrer les mots transition écologique et que ça nous vienne comme ça à l'esprit quand on parle de monde suisse. C'est ambitieux, mais c'est vraiment pour ça qu'on fait le lien avec Léo. Quand on parle de montres suisses, il y a cette thématique récurrente de la capacité de production qui revient souvent sur la table. Alors, la série limitée à 300 pièces que portait Leonardo DiCaprio dans toute la couverture médiatique que vous portez également en ce moment est sold out sur votre site. Vous m'expliquez lundi que être possiblement en rupture de stock sur toutes les collections d'ici à vendredi. On tourne cette émission un mercredi. Où en êtes-vous actuellement ? Je pense qu'on le savait, je pense qu'on s'attendait à ça aussi, qu'il y ait vraiment cet engouement. Je pense qu'on l'a sous-estimé. Donc, on est vraiment en train de pallier à ça. Par contre, on a des productions qui vont arriver en début d'année prochaine. Donc, on avait prévu, on avait anticipé. Il faut dire qu'on s'est rencontré aussi avec Leonardo DiCaprio cet été. Et donc, on a pris aussi le choix d'annoncer un peu plus tard pour se préparer au mieux aussi à ça. Donc, je pense que peut-être 2 choses là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de compromis au niveau qualité. On reste à 100% au niveau de la qualité. Et pareil, au niveau de la circularité, on veut rester aussi à 100%. Donc, on organise notre croissance autour de ces 2 contraintes qui, pour nous, sont vraiment primordiales. Un mot encore de Leonardo DiCaprio. A-t-il prévu par la suite de jouer un rôle actif comme ambassadeur de la marque ou pas ? Alors, j'aime pas ce terme d'ambassadeur et vous verrez dans nos articles de presse, on a mis un point d'orgue à ne pas en Investisseur parler. pour l'instant, mais est-ce qu'il Exactement. pourrait devenir ambassadeur Alors, par la suite ? Moi, je pense que nos investisseurs sont nos ambassadeurs aussi. Ça veut dire vraiment comme notre communauté l'est. Et je pense que c'est quelque chose qui est très authentique et ça, on veut lui laisser ce côté authentique. On ne va pas le forcer à porter une montre, mais bien sûr que voilà, en tant qu'investisseur, il voit la valeur qu'il aurait à porter cette montre. Il l'a fait sur la photo qu'on a utilisée avec la montre jaune. Mais ça, c'est quelque chose à long terme, par exemple, c'est quelque chose que je peux vous dire, c'est qu'on se réjouit déjà de l'accueillir en Suisse prochainement. C'est quand ? Je ne sais pas encore, ça sera à définir avec son équipe, mais c'est quelque chose qui va se passer dans un futur proche. Et puis bien sûr, là, on espère qu'il portera la montre, mais en tout cas, quand on l'a rencontré aussi, il portait notre montre. Et ça fait plaisir à voir, en tout cas, c'était une immense fierté aussi pour nous. Parlons de cet élément circulaire. Il y a le boîtier est composé d'acier qui est 100% cyclé. Il y a aussi une production dans des fours qui sont alimentés par de l'énergie solaire. Comment est-ce que vous mesurez l'empreinte carbone, pour prendre juste cet élément-là, de votre chaîne de production ? Vous émettez combien de CO2 et comment est-ce que vous essayez de le compenser ou de le réduire ? Ça va être dur de vous répondre en 45 secondes. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on a travaillé cette dernière année sur 2 choses. Alors, depuis le 6 octobre, on est la première marque suisse à être B Corp. Mais ça vous dit rien de l'empreinte carbone ? Oui, exactement. Mais donc, ça parle de framework d'impact. Oui. Mais moi, ma question, c'est vraiment, parce que l'enjeu, c'est le climat, vous l'avez dit plusieurs fois, donc c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, chez vous, qu'est-ce qui pollue le plus, qu'est-ce qui émet le plus, et comment vous essayez de le réduire ? C'était le 2e point, justement, où j'y venais. On a travaillé aussi sur l'Impact Report, qui va sortir dans quelques semaines. Et cet Impact Report, justement, on a une vue globale. Par contre, ça va être dur de se comparer à une structure, on va dire, établie, héritage, qui a 250 employés.
Donc nous, on n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes contributeurs CO2 qu'une entreprise classique, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près 7 dans l'entreprise, avec 2 locaux à Genève et Lausanne, mais qui sont très petits par rapport à notre taille. Donc, par contre, là où on se concentre, c'est qu'on est dans une industrie de valeur. Je pense qu'une industrie symbolique, justement, où on porte quelque chose à notre poignet. En parlant de l'acier recyclé, on a conscience qu'on est à 85 grammes par montre d'acier recyclé à 100% à travers un four solaire. Là, on a travaillé avec Quantis, par exemple, et notre fournisseur Panatter pour mesurer ça. On sait qu'un acier 100% recyclé, c'est 10 fois moins de CO2 qu'un acier standard. Et un acier recyclé refondu dans un four solaire, c'est 165 fois moins. Aujourd'hui, on a envie de créer cette certification. Ça va nous prendre du temps. Mais comme je dis toujours, cette circularité, pour moi, c'est un voyage. Et aujourd'hui, on va lancer un impact report pour pouvoir en fait dire dans 5 ans qu'on est plus circulaire en tout cas qu'aujourd'hui. Vous allez commencer par bien mesurer ce que vous émettez pour ensuite essayer de le réduire. Il y a une émission qui est très forte, en fait, ça n'a rien à voir avec la production de la montre, mais c'est la promotion de la montre en revanche. Quand vous avez vu Leonardo DiCaprio cet été aux États-Unis, il a fallu voyager, prendre un billet d'avion. Vous avez compensé vos émissions de CO2, comment vous avez fait? Alors non, moi je suis pas contre cette compensation. Je pense que juste le net zéro, il y a une grosse discussion autour de ce net zéro en tant qu'entreprise. Et vous l'avez vu aussi sur notre site web, on plante pas d'arbres aujourd'hui quand on achète une montre. Je pense qu'on ne peut pas consommer sans consommer. Une économie circulaire, c'est un idéal qu'on poursuit. Vraiment une empreinte qu'on essaie de réduire au maximum. Par contre, et on a eu cette discussion, je pense que c'est à New York, là, par exemple, j'y suis allé tout seul pour le lancement de cette conférence de presse. On n'est pas allé les trois. On va mettre en place différentes choses. Je tease un peu sur l'impact report, mais vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site pour le recevoir. On va mettre des choses qui sont très ambitieuses là-dessus aussi. On parle de logistique, d'air freight, donc de transport par rapport à avion pour les montres. On va essayer de réduire ça au maximum. Par contre, voilà, on est dans une industrie où on n'est pas parfait non plus. Ce sera circulaire, vous essayez de réduire vos émissions, mais il y en aura. Malgré tout, c'est compliqué de faire ça. Exact. Un mot sur la valeur, parlons du cœur de la montre, son mouvement, son calibre. Plusieurs milliers de francs, c'est le prix pour acquérir l'une de vos montres. À l'intérieur, on retrouve un mouvement fabriqué par ETA, filiale de Swatch Group, pour être précis, le 28-24, un mouvement très connu, simple, robuste, qui est utilisé dans l'industrie depuis des décennies. La valeur autour de 150 francs, ça fait un delta important quand même entre la valeur du mouvement et la valeur de la montre terminée, genre de delta que l'on retrouve dans des marques bien installées. C'est la circularité qui fait cette différence? C'est un très bon point. On sait qu'en tant que start-up, c'est dur de lancer son propre mouvement dès le point A, on va dire, dès le point A. Par contre, bien sûr, on l'a en tête dans notre pipeline produit. Ce que j'aimerais dire ici aussi, c'est cet acier recyclé. On appose un marquage derrière. C'est le boîtier, je sais pas, le boîtier. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais voilà. Donc l'acier du boîtier et l'acier solaire du boîtier, nous, on en parle comme le nouvel or du Jura. Quelque part, c'est la puissance, pour moi, de l'horlogerie suisse. Et on l'a vu avec Audemars Piguet en 1972 à Baselworld, quand ils viennent avec une montre en acier au même prix que l'or. Donc c'est vraiment comment ID Genève peut aider à changer ce narratif du luxe, qui est de considérer aujourd'hui uniquement, voilà, par exemple, des montres en or ou des montres à diamants miniers, et comment on arrive à changer ce narratif du luxe en valorisant en fait des filiales de recyclage en Suisse, un travail de laboratoire sur un four solaire en France qu'on a envie de soutenir pour le ramener en Suisse, et puis continuer ce travail là-dessus. Et pour moi, c'est de valoriser ça aussi. Et j'ai conscience qu'aujourd'hui, qu'un état 28-24, c'était le choix pour nous de base. Maintenant, on travaille sur déjà d'autres possibilités à l'avenir, mais on est très fiers de l'utiliser. Moi, je suis très fier d'aller chercher ces lots. On a un lot de 97 mouvements ici, un lot de 120 pièces ici. On a des finitions qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous les prenez là où ils sont disponibles? Exactement. Donc, certaines finitions, si on veut dire. Certaines finitions de mouvements, donc ça veut dire les décorations, on aura un mouvement élaboré ici, un mouvement standard ici. Par contre, au niveau qualité, et ça c'est le rôle de Cédric, qui est notre Chief Quality Officer, c'est que vraiment on va venir choisir le meilleur de ces lots. Si vous voulez, là, on crée un savoir-faire finalement de... Juste en ces lots, c'est intéressant. C'est des lots qui ne servent plus ou qui ne sont... Alors, c'est des lots qui peuvent être revendus donc à des brokers par certaines marques.
parce qu'elles ont un surplus, parce qu'elles ont des stocks d'invendus. On a eu aussi des propositions. Ici, on garde la confidentialité des noms de ces marques qui nous ont contactés, mais qui nous proposent des lots d'invendus. Souvent, on est face à ça. Voilà, Les prix sont différents, ça peut faire varier vos marges suivant le on lot. a calculé que c'est environ 30% plus cher qu'un mouvement neuf état sorti d'usine. L'équilibre financier, vous pensez l'atteindre dans combien de temps? Je pense qu'on a toujours beaucoup d'investissements, mais c'est à dire aujourd'hui, on crée déjà du revenu. C'est-à-dire on a vraiment des revenus réguliers. C'est 600 et quelques pièces vendues, un prix entre Exactement, par 3 et année. 5 000 francs, Exactement. on va dire. Oui. Donc ça vous donne un peu Quelques millions de francs de chiffre d'affaires. échelle. Maintenant, c'est sûr que qu'est-ce qu'on entend vraiment par un break-even point? Je pense que nous, on parle plus vraiment de l'impact qu'on va créer, bien sûr. Je pense que le prochain grand objectif qu'on a, bien sûr, c'est la série A, qu'on a d'ici 2 ans en termes d'investissement. Et ça, Quelle ordre de grandeur, vous savez déjà? très dur à dire. Je préfère pas m'exprimer encore et prendre du temps un peu. Beaucoup plus que de 2 recul. millions, j'imagine, qui viennent d'être levés. Exactement. Je pense qu'après, l'option ici dans 2 ans, ce sera aussi de dire, là, maintenant, on est prêt, on a créé notre roadmap sur cet ID Lab. Donc, c'est vraiment... L'ID Lab, c'est pour l'instant une vision qu'on a où on aimerait mutualiser certains développements avec des startups circulaires et aussi des parties prenantes de l'industrie horlogère suisse, mais qu'on aimerait centraliser ça vraiment dans un hub d'innovation à Genève. Et voilà, moi j'ai toujours cette vision-là aussi de me dire, dans 5 à 10 ans, les personnes qui vont visiter notre manufacture vont arriver à la fin et me dire, mais Nicolas, c'est pas du tout une manufacture horlogère. Et j'ai dit, mais là, c'est parfait. Je dis, merci beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment plutôt la vision qu'on a sur ce hub. C'est vraiment de leapfrog. Je ne trouve pas la traduction, désolé pour mon Un anglicisme. saut, je ne sais plus le terme aussi, mais voilà. Exact. Un Mais de saut en sauter, avant, en tout cas. finalement, le fait de devenir absolument une manufacture. Je trouve qu'aujourd'hui aussi, mon prochain big bet, c'est aussi ça. D'ici 2 ans, je souhaite vraiment créer une collaboration dans l'industrie qui va permettre d'accélérer la transition au sein de l'industrie. Une collaboration qui va un peu casser ce cadre de compétition qu'on a entre les marques pour vraiment se concentrer sur vraiment accélérer la transition écologique et envoyer un message très puissant. Et je suis très excité de parler de cette initiative parce qu'on a commencé dès cette semaine, lundi matin, avec un meeting là-dessus qui s'est très bien passé. Je ne pourrais pas en dire plus. Affaire à suivre, donc. Mais affaire à suivre. Pour terminer, Nicolas Freudiger, 1 heure de libre au beau milieu d'une journée de travail, c'est plutôt Instagram ou un bon bouquin? On va dire, là, à l'heure actuelle, c'est plutôt Instagram pour répondre à beaucoup de demandes. Mais souvent, je prends le temps aussi pour un bon bouquin ou un podcast. Je suis très podcast. Un film où l'on danse, je crois que votre mère était danseuse, c'est plutôt West Side Story ou Dirty Dancing? Un film qui est... Alors, je vais répondre à côté, mais un film qui s'appelle Salsa, qui m'a aussi beaucoup inspiré pour la danse. Précisons que vous dansez la salsa, vous aussi. Si vous pouviez ajouter à votre collection alors une montre, ça serait plutôt une Rolex ou une Tudor? On sait que Tudor gagne de plus en plus le cœur des passionnés. Une Breguet tradition. Mais une Rolex ou une Tudor, une des deux, ça sera laquelle? Je pense quand même une Rolex. Dans 10 ans, vous voyez serial entrepreneur ou toujours aux affaires chez ID Genève? Je me vois toujours chez ID Genève. Merci Nicolas Freudiger. Merci à vous. Passez nous voir dans B2B. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.